Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 285e émission Un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de retrouver pour la 3e fois consécutive Monsieur Gilles Paris. Bonsoir Gilles, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie, je vais très bien. Je sais que ce n'est Pour, pas de bon ton en ce moment, mais je suis désolé, je vais bien. Mais non, mais c'est bien de le dire aussi quand on va bien. Ce soir, pour t'interroger, nous allons retrouver un libraire qui a déjà animé plusieurs rencontres avec nous. Il s'agit de Ronan Amisel, qui est de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Bonsoir Ronan, comment vas-tu? Bonsoir, moi aussi ça va bien, donc puis je culpabilise pas spécialement. Voilà. Et la troisième personne que vous voyez à l'écran, c'est Barthélemy Maupas, pardon. C'est un comédien. Il va faire une lecture dans quelques secondes, mais avant, je voudrais dire qu'on reçoit Gilles pour son dernier roman, Le Bal des Cendres, qui est paru le 7 avril dernier, donc la semaine dernière aux éditions Plomb. C'est un merveilleux roman. Moi, je vous propose qu'on entende deux voix ce soir de ce roman, ou deux personnages, parce que en général, ce qui reste chez les lecteurs, c'est la musicalité du texte, l'écriture. Donc, si Barthélemy veut bien commencer cette lecture, on enchaînera après avec une lecture de Frédéric de Guelt. Barthélemy, je te laisse commencer. Merci. Anton. Je suis davantage à l'aise avec les femmes. Je n'ai pas ce sens de l'interdit que j'éprouve à l'égard des hommes. Mon cerveau restreint mon champ d'action, tandis que mon corps réclame d'infinis désirs. J'aurais pu me contenter de Sevda, elle reste mon port d'attache. Je sais bien que sans elle, je serais perdu. Mais un regard peut tout remettre en question, que ce soit celui d'une femme et parfois d'un homme. J'ai un appétit de l'autre jamais rassasié, le monde est ainsi fait. Je suis attiré par un détail, un sourire, le froncement d'un sourcil, un avant-bras vigoureux, la courbe d'un visage, une main carrée, une allure gracieuse, un nez arqué, le dessin d'une personne bien faite, une façon de marcher, de courir, de s'asseoir, d'écarter ses jambes. Je me sens damné par tous ces désirs grandissants que j'ai besoin d'explorer pour pouvoir m'en défaire. Avec les hommes, c'est différent. Je souhaite seulement les contrôler, tout comme je retiens en moi l'attrait que j'éprouve à leur égard. Je préfère être le mentor, le grand frère, le père qu'ils n'ont jamais eu. Devenir si indispensable qu'ils dépendent de moi. Je ne leur veux aucun mal, mais certains sont coriaces et il m'arrive de céder. Je ne peux pas tout retenir, je n'ai rien d'un surhomme. Je le fais d'ailleurs comme un barrage qui lâche soudain, avant de me retirer. Je ne peux ni m'attacher, ni me montrer autrement que je suis. Une sorte d'animal enragé qui se roule dans ses convoitises et éprouve ensuite l'envie de fuir. Mon métier, heureusement, apaise. J'ai choisi ces pays en guerre pour me rappeler à quel point je suis mortel et que tout peut s'arrêter en un instant. Je n'ai pas peur, curieusement. J'ai été plusieurs fois blessé. La balle d'un tir aveugle m'a permis de connaître Sevda. Je ne crains pas de courir un blessé à l'épaule sous le feu qui ravage parfois nos campements. Mon corps et ma tête sont en alerte. Je n'ai pas de place pour le désir. Ici à Stromboli, j'ai rencontré Marco par hasard, en allant chercher des cigarettes au tabaki. Il était devant moi, la trentaine, des cuisses larges, un t-shirt jaune sali par l'essence du moteur de sa barque, pieds nus, un short prometteur qui laissait entrevoir la fermeté de son cul. Il s'est retourné, comme s'il se sentait épié, et m'a souri. « C'est souvent long ici », m'a-t-il dit en anglais. « Le vieux ne s'est toujours pas fait aux euros. » Il marchait si lentement que je l'ai rattrapé sans peine, ma cartouche à la main. Je lui ai demandé ce qu'il faisait ici à Stromboli. Il m'a proposé un tour dans sa barque si j'avais du temps devant moi. Sevda pouvait patienter. Je l'ai suivi jusqu'à l'embarcadère où son canot peint en vert et blanc nous attendait. Une corde le reliait à l'acheter. Nos poings ensemble l'ont fait tanguer. Je me suis accroché à lui pour ne pas tomber. J'aurais tout donné pour rester ainsi contre lui, nos bras s'agrippant à nos épaules, son sourire si doux. On aurait dit celui d'un enfant. Je me suis allongé au fond de ce canot en songeant étrangement aux anciens souverains égyptiens qui se faisaient construire des barques funéraires, symbole d'un passage dans la mort. Marco s'est placé près de son moteur et nous avons pris le large. J'ai fini par enlever mon t-shirt et mes sandales. J'ai calé ma tête contre une serviette roulée en boule, probablement la sienne, qui sentait la sueur et l'essence. Et je me suis laissé aspirer par le ciel d'un bleu cobalt dont la luminosité m'a fait cligner des yeux. Mon pied gauche touchait la jambe de Marco, qui n'a pas cherché à la retirer. Elena.
Je suis la comtesse Elena Di Marzo. J'ai entendu parler du Strongile par la famille Modenese qui y a séjourné plusieurs étés de suite. Le vieux Giuseppe s'est fait renverser par une voiture au retour sur une route de Calabre, sans regarder d'un côté ni de l'autre. Il faut dire qu'à nos âges, il ne nous reste plus que l'insolence de nos actes. Et la famille Modenese a cessé de fréquenter Stromboli, tandis que je prenais modestement leur place. L'hôtel est dirigé par un Français, Guillaume de la Salle, souriant, mais plus intéressé par la bouteille que par ses clients. Je l'ai observé un soir vider une flasque de whisky discrètement, derrière sa main qui tenait une cigarette pour donner le change. Sa fille, Giulia, est belle, élancée et chaleureuse. Elle seule m'arrache un sourire. Rien à voir avec mes nièces qui ne s'intéressent qu'à mon argent. Quant à leur mère, mes sœurs, il suffit de voir leur sourire niais pour s'en éloigner le plus possible. Depuis que je suis tombée dans les escaliers chez l'une de mes nièces, j'ai perdu l'usage de mes jambes. C'est un des atouts de cet hôtel, il est parfaitement équipé pour une handicapée comme moi. J'ai engagé une infirmière depuis mon accident, Irina, la sœur de ce pauvre Giuseppe. Elle me suit à la trace. À mon âge, seule l'imagination trouve grâce à mes yeux. J'observe certains humains, je prends des notes dans mes carnets, je leur invente une existence, sûrement meilleure. Je les fais vivre dans mon théâtre intérieur, s'aimer ou se détester. Je fais d'eux des vivants dans un monde qui s'éteint trop vite pour moi. Ce Matteo, par exemple, est saisissant. Un bel homme, taillé à la serpe, le corps noueux, le cheveu ras, et cette cicatrice comme une bagarre qui a mal tourné. Son œil est souvent aux aguets, son sourire est la grimace d'un singe à qui l'on n'apprend rien. Il faut le voir, observer Guillaume et Julia de la Salle pour comprendre qu'ils sont sa seule famille. Je suis certaine que son passé n'a rien de glorieux. Je le verrais bien bousculer mes nièces qui ne connaissent rien de la vie, ces petites prétentieuses qui roulent en Fiat, trompent leur mari, s'enivrent de champagne et font des enfants sans savoir qui est leur père. Je sais qu'Irina, mon auxiliaire, ne dit rien, mais qu'elle n'en pense pas moins. Elle scrute ma famille comme une araignée tisse sa toile. Elle se mord la lèvre supérieure à chacune des disputes qui ne manquent jamais d'éclater. Avec un certain entraînement, je la crois capable de tous les tuer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne viendront pas à Stromboli. Aucun palace ne s'y est élevé, les manières de l'île sont brusques, dénuées de style. En dehors des fonds sous-marins et de la montagne à grimper, aucun club à la mode, aucune enseigne chic, le sable est noir et caillouteux, les eaux très vite profondes. Les petits diables risqueraient de s'y noyer. Moi, j'ai toujours apprécié ce lieu. J'ai escaladé le volcan avec Enzo lorsque nous étions jeunes mariés. Nous avons dormi au sommet, les yeux dans les étoiles. C'est interdit aujourd'hui. Et cette incroyable descente dans un tourbillon de poussière ébène, tandis que les cailloux trébuchent sur la pente tout autour de nous, je n'oublierai jamais. Irina et Matteo me conduisent parfois en voiture jusqu'à mi-sommet et me plantent sur ce terrain ocre face aux cracheurs de flammes. Je les chasse de la main. Je laisse la nuit descendre sur moi sans quitter le sommet du volcan, tandis que Matteo et Irina dînent au restaurant. Comme une flamèche dans le noir, Enzo me tend ses bras avant d'exécuter une danse où il tourne sur lui-même, pareil à un derviche tourneur. Je retire mes espadrilles avec ma canne, pieds nus, offerts au vent, à la terre rude. Et j'aimerais qu'on me laisse seule sur ce sol où nous avons été si heureux, Enzo et moi. Merci beaucoup pour ces deux magnifiques lectures. Je ne sais pas si Gilles veut réagir tout de suite aux lectures. Oui, bien sûr, parce que c'est toujours très émouvant d'entendre des lectures dites aussi bien, d'ailleurs aussi bien par Barthélemy que par Frédéric. Et je trouve que ça donne un corps, ça donne vie aussi aux personnages, différemment que la lecture en elle-même.
On vous laisse. Non, alors, on était assez nombreux, moins que dans le roman de Gilles, mais nous allons partir sur la pointe des pieds et on va laisser la place à Ronan et à Gilles qui vont vous parler donc du bal des cendres. À tout à l'heure, messieurs. Merci beaucoup, À tout à l'heure. Barthélémy et Frédéric. Alors, du coup, c'est à nous. Donc, on a eu la lecture de très jolis extraits, deux très jolis extraits qui m'avaient beaucoup plu. Donc, pour resituer, donc, Le Bal des Cendres est un roman qui se passe sur la petite île de Stromboli, sicilienne à la base. Et nous suivons pendant quelques jours un groupe de personnes, entre habitants, tenanciers de l'hôtel, et puis touristes qui arrivent pour des congés, des fuites, peu importe, mais en tout cas qui vont partager un moment ensemble et se lier de manière différente. Euh, Avant de me lancer dans les personnages, moi j'ai trouvé que le personnage quasiment le plus intéressant, le plus intrépide, c'était le fameux Stromboli. Merci. Ce volcan qui a fait des siennes il n'y a pas longtemps en vrai et qui en fait aussi dans le roman. J'ai cru comprendre que du coup vous étiez adepte de cette petite île, de ce volcan et assez amoureux, si je ne m'abuse. Oui, j'y suis allé plusieurs fois en fait. La première fois, j'y suis passé parce que c'est ce qui arrive souvent. Il faut savoir que quand on va à Stromboli, c'est pas comme aller sur une autre île italienne ou un endroit où on sait qu'on va rester 10 jours, un mois, peu importe. Stromboli, on y reste assez peu en fait parce que les touristes viennent 2, 3 jours, ils viennent escalader surtout le volcan, se promener sur les sentiers. Comme l'extrait le montrait tout à l'heure, c'est vrai que les plages, indépendamment du fait qu'elles soient noires, évidemment, du fait de la proximité du volcan, elles ne sont pas faites pour les enfants puisqu'on perd pied quasiment à 1 mètre du bord. Donc, ce n'est pas très familial, tout ça. Donc, on y voit d'ailleurs, moi, j'y ai passé pas mal de temps sur ces plages, j'aime bien, mais on n'y voit pas d'enfants, c'est vrai. Il y a assez peu d'enfants ou alors ils sont très surveillés. Et j'ai été séduit, moi qui ai vraiment beaucoup voyagé à travers les îles italiennes, par son côté âpre, un peu rude. C'est une île, au fond, qui se mérite. J'y ai passé, après, j'y suis allé pour le livre, là, c'était très différent. J'y ai passé 2 fois 10 jours, à des périodes différentes, enfin, une année d'intervalle, on va dire plus exactement. Et là, j'ai vraiment appris à connaître cette île du bout des doigts. J'ai passé beaucoup de temps avec les habitants. La plupart des maisons, d'ailleurs, appartiennent aux Siciliens. C'est souvent la génération des grands-parents qui en sont propriétaires. J'ai rencontré un historien formidable aussi qui m'a beaucoup aidé à mieux connaître l'île à la fois sur terre et sur mer. On a fait beaucoup de tours de bateau ensemble. J'ai rencontré des habitants, évidemment, sur place. J'ai parlé avec des commerçants. Je me suis littéralement immergé pour les besoins du livre, mais ça s'est avéré être aussi un grand plaisir. Et c'est, pour le coup, je le connais, enfin, j'ai fait l'Italie, mais plutôt continentale, moi, mais j'en avais qu'une envie, c'était d'y aller, quoi. Je pense que c'est dans un coin de ma tête, là, pour le coup. Oui, mais c'est un peu ce que disent les premières critiques. J'ai l'impression qu'en effet, les journalistes, ça leur donne envie d'y aller. Surtout en ce moment, ça ferait du bien et ça permet de s'échapper. C'est une île qui est d'ailleurs assez bien régulée au niveau du tourisme, qui n'est pas non plus extrêmement bien desservie. Il faut savoir que si on habite Paris, par exemple, on met quasiment 24 heures pour arriver à Stromboli, ce qui est énorme. On a un avion, généralement, qui va jusqu'à Palerme ou jusqu'à Naples. On a de la voiture après, on a de la route à faire pour aller jusqu'au port. Et les horaires ne correspondent jamais, les horaires de bateau ne correspondent jamais aux horaires d'avion. Et on attend entre 3 et 5 heures sur le port avant de prendre son bateau et d'arriver en fin de journée, sachant que les vols qui partent de Paris sont des vols qui partent à 6 heures du matin. Donc 6 heures du matin, ça veut dire 4 heures à l'aéroport, ça veut dire partir de chez soi à 3 heures du matin. C'est assez, voilà, il faut aimer, il faut en avoir envie. Ouais, mais ça se mérite, hein. Ça a été dit dès le début. Ça se mérite. Exactement ça. Pour en revenir plus à la structure du livre, donc le livre est découpé en chapitres courts. Chaque chapitre est la voix d'un des personnages à la première personne. Et le livre en tant que tel est découpé en 3 parties. Oui. En l'occurrence, Strombolicchio, Idou et Téphras. Voilà, c'est ça. C'est avant, déjà, pendant et après l'éruption du volcan. Ouais. Idou, du coup, je vous laisse expliquer du coup, aux gens pourquoi Idou. Qu'est-ce qu'est Idou pour les Oui, alors c'est vrai que vous savez, le Stromboli a plusieurs noms selon
soit les habitants de Stromboli, les Siciliens, les Italiens aussi lui donnent un nom. Le plus intime, on va dire, est Idou, en effet, qui veut dire en sicilien, lui, avec un L majuscule. C'est pour montrer, je trouve ça très, très intéressant, parce que ça concerne Stromboli, mais ça concerne, je pense, toutes les îles où il y a un volcan. Les gens qui vivent sur place à Stromboli vivent avec la permanence d'un danger qui n'est pas toujours effectif, évidemment, mais ils savent très bien ce qui les attend. Et donc, ils parlent c'est très intéressant, je trouve que les Siciliens l'aient appelé ainsi, et lui est donné ce surnom pratiquement humain, lui, comme si en fait ils habitaient avec lui, ce qui est le cas d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant. Et le nom de l'hôtel, qui est le Stronghill, Stronghill est aussi un des noms qu'on donne à l'île, qui veut dire la ronde, tout simplement. Et je trouvais que tous ces noms qu'on a donnés au volcan et à Stromboli sont très symptomatiques du bal des cendres, avec cette idée d'évolution, de ronde, de danse presque autour du volcan. Et du coup, la dernière partie, c'était Phras. Donc, moi, j'ai aussi appris, je ne suis pas super volcanologue à la base. Donc, ce sont les fragments de roches qui sont rejetés oui, par tes le phrases, c'est les volcan. cendres, en fait, tout simplement. Ouais. Et alors, parmi il n'y avait pas de vulcanologue disponible quand je suis allé à Stromboli. Et en fait, j'en ai rencontré un à Limoges, qui vit tout simplement à Limoges. Il y avait un salon du livre, j'en ai profité. J'ai fait d'une pierre deux coups, comme on dit. J'ai passé 4 heures avec lui. Et il m'a appris comment fonctionnait exactement un volcan à l'intérieur, et surtout comment ça se passe, les plaques tectoniques qui se mettent à bouger comme ça sans qu'on puisse le contrôler réellement. Et à Stromboli, il y a eu quand même plusieurs éruptions du volcan assez tragiques. La plus récente, alors il y a eu des éruptions, mais qui n'ont pas fait vraiment trop de dégâts ces derniers étés, mais qui ont été très impressionnantes par la fumée qu'elles dégageaient. Mais il faut remonter vraiment en l'an 2000, où il y a eu un tsunami provoqué par la chute d'1 million de tonnes de rochers dans la mer, parce que pour provoquer un tsunami, je peux vous dire, il faut beaucoup de masse pour que ça puisse arriver. Le tsunami a vraiment littéralement recouvert l'île de Stromboli. J'ai d'ailleurs pu voir des photos qui avaient été conservées par un des restaurateurs où j'allais, et qui m'a montré ces photos très impressionnantes où on voit les commerçants balayer leur sol et vider la boue qui était absolument partout à l'intérieur de leur boutique. Et c'était vraiment impressionnant. Et puis après, il faut aller jusqu'en 1930, alors 1936, je crois exactement, où il y a eu vraiment une très forte éruption du volcan. Il faut savoir aussi que, curieusement, c'est une petite île, mais c'est une île assez étalée, mine de rien. Et quand il y a des éruptions, toute l'île n'est pas atteinte. C'est-à-dire qu'il y a des parts de l'île qui sont un peu épargnées, on va dire. Ça ne les empêche pas d'être couvertes de cendres, mais ces cendres, elles disparaîtront très vite après, parce qu'elles sont balayées par la municipalité de Stromboli. Et généralement, il y a 4-5 morts. Ce n'est pas des catastrophes gigantesques comme on peut en voir ailleurs sur des feux de forêt ou des choses comme ça, parce que l'île est suffisamment étalée pour qu'elle ne soit pas entièrement atteinte, sauf avec l'histoire évidemment du tsunami qui avait vraiment, là, littéralement enseveli toute l'île. Voilà, comme ça nous donne le cadre qui est quand même très spécifique, très sauvage, très, très abrupt et en même temps hyper attirant. Voilà, il y a un côté il y a une végétation absolument incroyable. Il y a des bougainvilliers dans toutes les maisons. Il y a du jasmin. Ça sent très fort le jasmin, d'ailleurs, quand vous vous promenez le long des sentiers. Il y a d'ailleurs jusqu'au volcan une végétation incroyable, des forêts de bambou. Vous pouvez imaginer des forêts de bambou près d'un volcan, ben oui, c'est le cas à Stromboli. Et la végétation s'arrête vraiment quand vous êtes sur les hauteurs du volcan, où là, évidemment, il n'y a plus de végétation qui existe. Mais dans toute l'île, c'est vraiment une île luxuriante. Vous avez des ficus, vous avez des cactus aussi absolument incroyables. Voilà. D'ailleurs, ils en mangent les fruits là-bas. Il y a plein de végétation qui vous surprend à tous les coins de rue. Et d'ailleurs, où que vous soyez, c'est-à-dire quel que soit le restaurant où vous vous installez, la rue que vous empruntez, le magasin dans lequel vous allez entrer, on voit toujours le volcan où qu'on soit. C'est très impressionnant.
Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les billets. Voilà. Alors, pour en revenir du coup à la seconde découpe, les courts chapitres, c'est vraiment des courts chapitres, ils font en moyenne les 2-3 pages grand max, films dans D'ailleurs, la à première ce propos, personne. c'est intéressant de le souligner parce que le roman choral est une construction très particulière, presque, je dirais presque pyramidale ou architecturale, en tout cas dans le sens. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pas le premier roman que je fais en roman choral, mais je me suis rendu compte que les chapitres courts, d'une part, permettaient justement qu'on puisse passer d'un personnage à l'autre sans avoir le sentiment d'abandonner le précédent. Les chapitres trop longs auraient peut-être quand on commence le roman, on peut peut-être avoir ce sentiment d'être un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce roman et je l'ai voulu comme tel. Et donc l'idée, c'est surtout, au départ, c'est presque un détail technique, mais vous prenez deux personnages, Julia, par exemple, la fille du propriétaire, et Thomas, qui est un des touristes et qui s'est installé, et vous les faites un peu dialoguer d'un chapitre à l'autre, et puis peu à peu, vous injectez un personnage, un deuxième, un troisième, et vous revenez à Thomas et à Julia. Il faut qu'il y ait une espèce de ronde avant que, dans cette première partie, tous les personnages soient installés et surtout se parlent entre eux, qui est une espèce de... Voilà, ils ne sont pas isolés dans un coin dans chaque chapitre. L'hôtel est à taille humaine, ce qui favorise évidemment les rencontres aussi, et c'est important dans l'histoire. Tout à fait, ouais. C'est une toile, en fait. Ça se tisse, les choses on voit des personnages de manière très récurrente au début qui disparaissent pas, mais qui donnent la place aux Voilà, arrivants. Hein. C'est exactement. vraiment, ça se vit comme une semaine de vacances. C'est-à-dire qu'on arrive, on observe, et puis à un moment, il y a de la relation qui se fait. Enfin, c'est quasiment de l'ethnologie finalement. Oui, presque. Et du coup, en effet, les personnages se lient de manière très différente les uns avec les autres. Pourquoi quand même avoir choisi toujours de parler à la première personne, quel que soit le personnage? Tout est toujours avec Parce les autres. que, alors, vous avez remarqué déjà, dans un premier temps, je mets assez peu de dialogue dans mes romans. J'aime beaucoup la narration, qui est peut-être un procédé plus complexe à mener. Je trouve qu'il y a peut-être une forme de facilité dans le dialogue. Je trouve que le dialogue doit exister quand il est vraiment conséquent et important, qu'il doit y avoir un échange cette fois-ci entre deux personnages, mais c'est quelque chose que j'utilise assez peu. Et parce que je suis fasciné tout simplement par le peu de choses qu'on sait des gens qu'on aime. C'est-à-dire que votre épouse, votre mari, vos amis, les gens que vous fréquentez le plus au quotidien, finalement, restent quand même une énigme pour soi ou pour vous, dans le sens où on n'entre pas dans leurs pensées, on ne sait pas ce qu'ils pensent, et on a tous l'art de dissimuler un certain nombre de choses qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas montrer aussi. Il y a des gens qui ont du mal à montrer leurs émotions et à se confier tout simplement. Et faire parler un personnage à la première personne, c'est donner la possibilité au lecteur de rentrer un peu dans son âme, de rentrer un peu dans sa vie quotidienne, en tout cas tel que lui se voit, pas forcément tel qu'il est aux yeux des autres, mais c'est intéressant parce qu'on a tout de suite une connexion possible avec le personnage, qui décrit par une deuxième personne, par exemple, ce qui pourrait être le cas si on parle d'une personne à la troisième personne. Je trouve que on n'a qu'un seul point de vue. Voilà. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on puisse entrer dans la tête des gens. Si vous savez, l'obsession pour moi du romancier que je suis, c'est de me dire qu'au départ, j'écris une histoire, j'invente des personnages qui sont des personnages de papier, c'est-à-dire faits pour un livre, faits pour un roman. Et moi, j'ai envie de leur donner du sang, des os, du muscle, j'ai envie qu'ils soient réellement vivants dans le livre. Ça nécessite de fouiller leur psychologie, par exemple, de montrer à quel point on est tous faillibles, compliqués d'une certaine manière, dans un certain sens en tout cas, et c'est ça qui m'intéresse pour faire vivre les personnages, leur donner un sentiment peut-être d'être vivant avec un V majuscule, sans pour autant être des héros. Et un des ressorts justement pour les rendre assez épais, assez vivants, je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité en fait Oui. dans vos textes. Alors quand je parle de sensualité, il y a évidemment le toucher, mais on a des odeurs, on a, voilà, il y a plein de choses comme ça. J'imagine que c'est volontaire, Oui, bien sûr. mais vous faites vraiment appel aux cinq sens du lecteur. Oui, c'est ça, je trouve. Je Mm. trouve parce qu'on est dans la vie, de toute façon, au quotidien, on peut être surpris, on peut être troublé par une présence, par une voix,
on n'y pensait pas, on peut être séduit, tout peut arriver au fond dans une vie qu'on croit si bien, on va dire équilibrée ou en tout cas actée si on est marié, si on a des enfants. On n'est pas à l'abri d'une rencontre. Voilà, on n'est pas à l'abri tout d'un coup de tomber, d'avoir une sorte de coup de cœur qui ne remet pas forcément tout en question, mais qui est agréable à vivre. Et je crois que la sensualité et le jeu de la comédie aussi est important dans les rencontres. Donc, du coup, ces personnages vont se rencontrer peu à peu. Alors, j'en ai compté 22 ou 23. Donc, évidemment, je ne vais pas tous les nommer. Je vais vous rendre fou avant la fin. Mais ceci dit, dans les 22-23, tous n'ont pas la parole. Et notamment, le fameux Anton, qui était dans un... pas le Anton, pas du tout. Anton a la parole, autant pour moi, c'est l'amant d'Abigail, c'est Ethan. Ouais. Ethan qui est pourtant très présent, mais qui n'a jamais la parole. Oui, mais c'était justement là encore une sorte d'ellipse intéressante à construire. C'est-à-dire que j'aurais pu évidemment lui donner la parole comme les autres, mais il a un peu un rôle de marionnette un peu dans l'histoire. Au fond, il est l'amant d'Abigail, qui est une Américaine absolument exquise et charmante. Qui visiblement crève l'écran si elle était une actrice. Et lui est une sorte de personnage, il est déjà marié, il profite d'Abigail, voilà, il l'emmène dans des voyages toujours très chouettes, très lointains, pour s'occuper d'elle, mais très vite on le voit comme un personnage assez antipathique d'une certaine manière. Alors l'antipathie ne se révèle pas au départ, mais quand il va mentir à ce point à sa femme, ça en devient affligeant pour lui. Et j'ai trouvé que là c'était intéressant qu'on puisse le voir du point de vue d'Abigail pour simplement se faire un point de vue à son sujet. Et de manière générale, alors lui est un monteur en effet patenté et assez médiocre, ça c'est sûr. Voilà. Et en même temps, on a son alter ego Anton, qui lui pour le coup a la parole, qui est un personnage beaucoup plus solaire et charismatique, mais qui n'est pas non plus hyper reluisant quand même dans le... C'est vrai qu'on me l'a dit aussi déjà, et moi j'aime beaucoup Anton par contre, parce que je trouve que c'est un personnage... il le dit à un moment donné, il explique aussi pourquoi il a besoin autant de ce désir d'aller vers les uns et vers les autres, d'aller vers les femmes ou vers les hommes. C'est pour donner un sens à sa vie, et je trouve que c'est un personnage fort parce que il exprime une sorte d'animalité, il a un métier on ne peut plus noble, hein, d'être chirurgien dans les zones de conflit. On suppose il le dit d'ailleurs plus ou moins dans le chapitre que Barthélemy a lu tout à l'heure. On voit bien que là, le désir n'a pas raison d'être, mais en dehors de ces zones de conflit et de sa femme qu'il aime, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il ne peut pas s'empêcher de la tromper. Il n'est pas quelqu'un de fidèle. Voilà. Il n'est pas quelqu'un de fidèle, même si il reconnaît que sa femme est son ancrage, quelque chose qu'il ne le remettra jamais en question. Il a accepté d'avoir des enfants avec elle. Tout ça a beaucoup d'importance pour lui, mais le désir, quelque part, est plus fort que tout, quoi. Voilà, il a besoin de séduire hommes et femmes d'une manière très différente les uns avec les autres. Et il y a un personnage, alors c'est toujours un garçon, le premier on va parler aussi un peu de femmes, mais c'est un petit gars cette fois-ci, c'est Tom. Ouais. Alors lui c'est pareil, c'est le seul, donc c'est une famille de 5, les parents, les 3 enfants, et c'est le seul à parler. C'est le seul qui a et qui met une espèce de réalisme fantastique en fait dans ce roman. J'ai trouvé à la fois très attachant et assez... presque j'aurais bien voulu aller un peu plus loin avec ce petit garçon. Donc il y a son petit frère, sa petite sœur, parce que c'est l'aîné, il y a ses parents, et il y a un 6e larron qu'il appelle Gris, qui est une sorte de fantôme. Voilà, on ne sait pas trop qui c'est au départ, on ne sait pas d'ailleurs s'il lui fait du bien ou du mal, parce qu'il a l'air de l'apprécier. Son frère et sa sœur le voient aussi, comme lui. Ses parents ne le voient pas, par contre, et les autres adultes ne le voient pas, à part Lior, qui est un des autres personnages du livre, qui à un moment donné l'apercevra, pour une raison un peu évidente, pour sa sensibilité et sa manière de percevoir le monde, lui permettra d'apercevoir ou d'entreapercevoir le personnage de Gris. Et pour moi, c'était important de retrouver Tom, parce que c'est
un petit garçon de 9-10 ans, c'est-à-dire à peu près l'âge de mes 4 premiers romans, à hauteur d'enfant, Courgette notamment, L'été des Lucioles, Papa et Maman sont morts et Au pays des kangourous, où je faisais parler un enfant. Et j'adore l'idée de la rupture du ton total quand on arrive sur les chapitres de Tom, justement, par rapport à ceux des adultes, où on retrouve vraiment à la fois cette innocence, fausse innocence d'un enfant de 10 ans. Et je voulais en plus, déjà dans L'été des Lucioles, qui était mon 4e roman, j'avais introduit dans L'été des Lucioles un petit côté comme ça fantastique aussi, à travers d'un personnage de jumeaux. Mais j'aime bien que le fantastique soit crédible, c'est-à-dire plausible. Voilà. Après, on y croit pas. Chaque lecteur fera sa propre analyse, en tout cas, de la situation. Mais j'aime bien cette idée d'instaurer ça. J'avais écrit un livre pour enfants qui s'appelait Inventer les couleurs. Je disais que dans la vie, il fallait mettre de la couleur pour qu'elle soit moins grise. Et la vie sans magie, c'est juste la vie. Et je trouve que le personnage de Tom résume très bien tout ça à lui-même, avec ce personnage gris qui, au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, va se dévoiler un peu plus. Et quand notamment Tom sera sur le versant, le terrible versant où ils sont tous piégés au moment où le volcan va se réveiller, eh bien, Gris va l'aider à s'en sortir aussi. Donc voilà, c'est une sorte de fable aussi par rapport à ce qu'on peut imaginer d'une science-fiction plausible, je dirais. Ce qui est aussi le cas pour donc du coup Lior, qui est un des autres personnages qui là est adulte, mais qui aurait miraculeusement soigné sa mère étant. Voilà, il y a quelque chose de pas net dans l'histoire de la guérison de sa mère. Lui-même d'ailleurs ne l'assume absolument pas. Il s'est même presque éloigné de ses parents après cette histoire. Il a dégagé une sorte d'énergie qui a fait renaître littéralement sa mère, qui était atteinte d'un mal dont aucun médecin n'arrivait à trouver la source, on va dire, ni la cause d'ailleurs. Elle était à moitié paralysée, elle ne parlait plus, elle était dans une sorte de coma. Et lui la sauve quand il est adolescent, avec l'énergie qu'il dégage, après avoir nagé sous une grotte, récupéré une forme d'oxygène dans une cavité de la grotte qu'il ne retrouvera plus jamais après quand il la cherchera. Et il a c'est un personnage, Lior, c'est le personnage le plus pur du roman parce qu'au fond, il a 25 ans quand il arrive à nouveau sur l'île. Il n'a pas eu d'histoire d'amour, ni avec une femme, ni avec un homme. Il est assez pur. Hein. D'ailleurs, il a cherché, mais il a trouvé que comme il est absolument fasciné par son père et sa mère, il n'a jamais trouvé d'homme égal à son père, ni de femme égale à sa mère. Donc, il est devenu océanologue et il préfère parler aux poissons et aux êtres vivant sous la mer plutôt qu'aux humains. Il est assez déçu par les humains, en quelque sorte. C'est un personnage atypique dans le roman. Il parle d'un amour parental absolu, en fait. Absolu, absolument, tout à fait. Et quand on a un exemple parental et d'amour aussi absolu, visiblement, voilà, on ne peut pas forcément. Enfin, il est difficile de trouver quelque chose à la hauteur de notre apprentissage. Oui, et dans une époque, si vous voulez, où on couche à 12 ans ou 13 ans ou 14 ans aujourd'hui, je trouve ça intéressant que d'autres résistent. Il n'y en a pas beaucoup et ces personnages-là sont vraiment attachants parce que il y a une forme de pureté dans tout ça et il se trouve qu'il va tomber sur un des personnages, sur un homme pour avoir une histoire avec lui, mais une histoire assez belle et qui va les faire évoluer l'un et l'autre. Donc vous aurez compris qu'on a quand même beaucoup du coup de relations, d'histoires. On a parlé d'histoire d'amour. Alors il y a quand même en histoire d'amour, il y a l'amour adultère, hétéro, homo, l'amour pur, mais il y a aussi des histoires d'amour, d'amitié, donc une forme d'amour, Oui. En tout cas à mes yeux. Et il y avait aussi l'amour filial avec 2 personnages. C'était du coup ce roman le prétexte pour aller explorer tous ces sentiments. Oui, parce que en fait, par exemple, même le choix d'avoir plusieurs histoires gays, en tout cas entre hommes, je voulais vraiment qu'elles se placent dans une normalité, non pas dans la différence. C'était ça qui m'intéressait. C'était
qu'au fond, finalement, ils vivent leurs histoires aux yeux des autres, et ça se passe extrêmement bien et normalement, comme ça devrait se passer la plupart du temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je trouve ça intéressant. Et puis, explorer l'amour sous toutes ses formes. On a aussi un amour très particulier dans le livre, qui est celui d'Ethel pour Sébastienne. Le frère et la sœur, c'est un amour filial, celui-ci, qui pourrait les faire se confondre avec un couple, même aux yeux des enfants notamment. Mais il y a des raisons pour lesquelles Ethel aime autant son frère Sébastien. C'est parce qu'il a vécu une enfance très difficile. Sa mère l'a envoyé dans des hôpitaux psychiatriques, et elle sait que le jour où sa mère l'a enlevé à l'âge de 10 ans, ça aurait pu être elle. Elle a choisi le garçon parce que c'est généralement les hommes qui causent les problèmes. Et elle a enlevé son propre fils pour le mettre dans un hôpital pour une raison nulle et non avenue, comme on dit. Et pour Ethel, elle sait qu'elle aurait pu être à sa place. Donc, elle est totalement dévouée à son frère. Elle est prête à tout pour le sauver, d'une certaine manière. Et ils ont un comportement, là encore, d'amour filial extrêmement fort. De toute façon, pour les romanciers, je pense que c'est des zones qui sont intéressantes. Ce que je dis d'ailleurs en exergue du livre, je dis le volcan n'est pas seulement dans la montagne, il est en chacun de nous, parce que je trouvais intéressant, au moment où le volcan, en effet, va prendre son envol d'une certaine manière et éructer et se réveiller surtout, on a des personnages qui sont à peu près dans la même situation que le volcan. On a un parallèle entre la colère du volcan et la colère que ces individus, que ces touristes portent en eux pour des blessures qui remontent à l'enfance, à l'adolescence ou même plus récemment. Et chacun va pouvoir s'en libérer d'une certaine manière, sans le prévoir, sans le vouloir, parce qu'une fois qu'on est face au danger, la seule chose qui compte finalement, en tout cas la première chose à laquelle on doit penser, c'est de rester en vie. Oui, ce réveil du volcan est un accélérateur d'émotions et qui révèle vraiment les personnages dans ce qu'ils ont de meilleur et de plus égoïste finalement. Ouais. Exactement. Et puis je trouve que c'est un bon déterminateur commun, parce que c'est... D'ailleurs, quand j'ai fait moi-même, quand j'ai escaladé le volcan, j'en ai vraiment bavé honnêtement. Il y a des gens qui le font facilement. Moi, je suis un gros fumeur. Alors, on avait commencé à 17h30. Il faisait quand même encore 35 degrés sur l'île à ce moment-là. Et les sentiers ne sont pas vraiment des sentiers balisés. Quand vous grimpez le volcan, vous passez par des rochers, vous les escaladez. Enfin bon, c'est physique quand même. Alors, vous voyez les enfants qui courent d'un rocher à l'autre, eux, ils n'ont vraiment aucun problème. Mais moi, j'étais souvent à la traîne. Et en tout cas, quand je me suis retrouvé sur le toit du volcan, on a un petit 3/4 d'heure de pause où on peut voir, en effet, les merveilles de la nature et comment le volcan se réveille en lui-même, quelle que soit l'heure. Et puis après, on descend par un versant qui n'est pas celui qu'on a emprunté pour monter, mais qui est un autre versant. Et c'est en descendant dans ce versant étonnant, c'est une heure et demie de descente à peu près, c'est une pente assez raide. C'est un peu comme de marcher dans la poudreuse, en fait. C'est-à-dire, vous mettez un pied dans la poudreuse, mais vous savez qu'il ne faut pas vous enfoncer trop pour dégager l'autre. C'est une sorte d'habitude à se prendre, et vous prenez la même chose, vous vous enfoncez dans le sable jusqu'à la cheville, et vous faites remonter les cailloux en descendant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé que c'était l'endroit le plus terrible pour vivre l'éruption d'un volcan, puisqu'on ne peut pas courir, on ne peut rien faire, sinon attendre qu'il se passe quelque chose, mais c'est le pire des endroits pour vivre l'éruption d'un volcan. Donc, sachant qu'ils sont armés à peu près d'un casque et d'une torche, voilà, oui. Voilà. Donc, en cas d'irruption, ça va être très moyennement. Ouais, le casque, si, parce qu'il est quand même assez rude, enfin, il est dur, donc il peut vous éviter de vous faire éviter d'avoir une pierre qui vous fend le crâne. Donc, mais la visibilité que vous avez, elle est nulle, parce que déjà, de toute façon, vous voyez qu'à 1 mètre. Et quand le volcan se réveille, vous avez une espèce de fumée opaque et dense, jaunâtre, qui fait que vous voyez absolument rien à 50 cm devant vous. Donc, en plus, quand vous escaladez le volcan, les gens n'ont pas toujours évidemment l'équipement avec eux. Donc, vous avez des boutiques à Stromboli où
où vous louez tout le matériel. Vous louez des pantalons, des chaussures de montagne, vous avez des gros anoraks bien épais, vous avez des bâtons de ski. Certains font les descentes avec des masques aussi, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de poussière pendant qu'ils se soulèvent, pendant que vous descendez. Donc, il y a tout un équipement qui vous aide, mais en cas de danger, l'équipement est absolument sans aide vraiment. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Oui, c'est ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un des ressorts dont on n'a pas parlé sur le roman, c'est qu'il est presque monté finalement comme un roman policier, comme un thriller. Ouais. Parce que si tout le monde arrive avec, on a dit, un bagage qui est plus ou moins lourd, tout le monde aussi arrive avec, au mieux des non-dits, au pire de carrément sombres mensonges. Je trouvais que dans la construction du roman, en fait, la dernière partie, c'est-à-dire après, quand ils vont rentrer à l'hôtel, quand ils vont être sous le choc de ce qui s'est passé, des 2 personnes qui meurent, dont on ne parlera pas évidemment pendant l'ascension, mais enfin pendant la descente plus ou moins, je trouvais que c'était important de les laisser s'échapper, c'est-à-dire autrement, ils viennent au fond, ils viennent de rester en vie. Ce que je disais tout à l'heure, la chose la plus importante qui soit. Et puis, une fois qu'on sait qu'on est en vie, les priorités qu'on a, elles changent complètement. Et donc, tout ce qu'on gardait au fond de soi, tout ce qui pourrissait quelque part, qu'on n'osait pas dire, c'est le moment de le sortir. Et là, on va avoir en effet un certain nombre de révélations, certaines qui sont dues au hasard, d'autres pas du tout. Et qui permettent en effet dans la descente d'avoir une sorte d'accélération, on va dire, même de lecture, peu à peu, qu'on découvrira tous les nombreux secrets que chacun porte avec lui. Et ils portent tous des secrets vraiment, vraiment compliqués. Il y a quand même, j'ai trouvé une très nette différence de traitement entre les hommes et les femmes. Les hommes ne sont pas les plus courageux, les femmes sont capables de prendre des décisions hyper rudes, de prendre sur elles de manière très très forte, on va dire, pour au mieux faire mine de ne pas voir. Voilà. Elles sont très très fortes là-dessus et je pense que par expérience même et autour de moi, je pense que les femmes ont une façon d'agir qui est souvent plus immédiate et plus efficace. Quand j'avais écrit Le Vertige des falaises, j'avais vraiment donné le mauvais rôle aux hommes et j'en avais fait vraiment des personnages veules et terribles d'ailleurs dans l'histoire. Bon, je me suis un petit peu adouci avec le bal des cendres, mais c'est vrai que les hommes sont un peu à la traîne quand même dans l'histoire, ouais. Dans leur jeu, dans leur façon d'être, même s'ils sont tout à fait recommandables. Anton avec son métier de chirurgien, Guillaume avec son passé au renseignement militaire, même si tout ça a mal tourné. C'est des personnages qui ont quand même du coffre, qui ont quand même une existence. Ces hommes, dans le roman, sont très présents, mais face à des situations difficiles ou complexes, soit ils ont une réaction d'impulsivité, ce qui est souvent le cas, soit, si on prend le personnage de Guillaume, c'est quelqu'un qui ne sait pas montrer ses sentiments. Il ne sait pas dire à sa fille, Julia, par exemple, à quel point il l'aime. Et je pense que aujourd'hui, c'est important de dire qu'on aime les gens qu'on aime. Voilà. Et donc, il va lui falloir le volcan pour enfin dire la vérité à sa fille. Nathalie, on voit ta tête. Oui, parce que dès qu'on parle de femmes et qu'on les critique, j'arrive quand même un petit peu. Non, je plaisante. J'ai toujours été généreux avec les femmes dans mes romans, oui. C'est vrai. Alors, franchement, les femmes ont un rôle qui est beaucoup plus courageux, profond. Enfin, on a l'impression. En même temps, si on regarde le personnage d'Abigail, elle peut paraître aussi par moments un peu futile, un peu facile, un peu. C'est un des personnages les plus, on va dire, les plus joyeux peut-être du roman, d'une certaine manière, dans sa façon d'être, mais qui peut agacer aussi certains lecteurs. Voilà, chacun se fera son petit bonheur des personnages du roman. Moi, je peux le dire, je pense que toutes les femmes sont diaboliques. Ouais, moi, je le pense aussi. Je le pense aussi. En tout cas, plus diaboliques que les hommes en général. Après, il peut y avoir des hommes diaboliques aussi. Hein. Et c'était facile pour toi d'endosser le rôle de ces personnages féminins ? Oui, j'adore. En fait, si tu veux, même quand j'avais fait Le Vertige des falaises il y a 5 ans,
il y avait une femme âgée, il y avait une femme qui était sa belle-fille, et puis il y avait la petite fille. J'adore me mettre, si tu veux, dans la peau d'un personnage, que ce soit un homme, une femme, un adolescent ou même un enfant, parce que ça exige de moi de mettre de côté, si tu veux, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, pour essayer réellement de donner corps et de donner une âme à un personnage qui n'est ni de mon âge ni de mon sexe. C'est vrai que tu es un auteur assez caméléon parce que on t'avait reçu pour ton précédent roman qui était un roman Oui. beau. Alors un baiser qui palpite là comme une petite bête, tu vois, j'ai appris par cœur le titre pour Oui, c'est bien. Il n'est pas ouais, toujours évident à dire, mais tu t'en es très bien sorti. Comment ça se passe Alors j'ai vu que tu avais commencé ce livre il y a un petit moment et tu l'as repris, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. En fait, le Val des Cendres, c'est 4 ans de travail. Et puis j'ai été appelé par 2 livres que je n'aurais jamais imaginé écrire entre l'écriture du Bal des Cendres, parce que c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime bien écrire un livre, le terminer, le rendre, le retravailler avec l'éditeur, et puis après, j'ai cette liberté de pouvoir démarrer un autre livre. Là, ça s'est pas du tout fait comme je le voulais. C'est vraiment 2 livres qui sont imposés à moi en pleine écriture du Bal des Cendres, ce qui n'est pas évident en soi, c'est-à-dire d'interrompre un livre pour en écrire un autre et d'y revenir ensuite. Alors, tu me diras, le recul donne toujours aussi une forme de maturité à l'écriture et te permet de voir aussi ce que tu peux garder et ce qu'il va falloir retravailler aussi. Et puis, il y a eu les voyages aussi à Stromboli qui ont été très importants. J'avais des carnets avec moi que j'ai noirci littéralement, dont j'ai noirci littéralement les pages. Et puis après, il a fallu tout décrypter, la rencontre que j'ai eue avec le vulcanologue à Limoges aussi. Et puis la construction du livre qui n'était pas évidente et qui pour moi était absolument cruciale dans le roman. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas à un moment donné, je peux comprendre qu'au début, par exemple, on puisse être un peu égaré par autant de personnages, mais il faut qu'à un moment donné, comme on dit, la mayonnaise prenne, tu sais, c'est-à-dire que tu es dans ta lecture et puis tu as envie comme quelque chose d'addict, comme une série à laquelle tu ne pourrais pas échapper. On n'est pas dans le même registre, évidemment, mais c'est quand même un peu la même émotion que tu peux ressentir en lisant ce livre et sans avoir envie de le lâcher. C'est un peu l'idée de la construction. Et puis, je trouve que nous, les écrivains, on peut écrire des livres assez vite, on peut prendre du temps pour les travailler. Je trouve qu'on ne prend pas assez de temps de recul, finalement, parce que ces 4 années, je n'aurais pas pu écrire ce livre en 1 an, de toute façon, parce qu'il était complexe, parce que, en plus, j'ai ramené énormément de matière. J'ai acheté des livres à Stromboli aussi. Donc, il m'a fallu du temps pour décrypter tout ça, pour voir ce que j'allais garder, ne pas garder. J'avais des anecdotes absolument incroyables que m'avait donné l'historien, les habitants que j'ai rencontrés là-bas. Donc, si tu veux, c'est comme un livre, c'est comme un bon vin qui doit arriver à maturation, je suppose. Ce livre-là avait besoin de ces 4 années pour que je puisse l'écrire. Il n'aurait pas pu en être autrement. Alors, il y a une question justement d'Aurélie par rapport à ton travail. Comment tu as fait? Est-ce que tu as travaillé dans la continuité de chaque personnage en découpant ensuite le personnage en plusieurs chapitres ou à la suite, tel qu'on peut le lire aujourd'hui, quand on apprend petit à petit les choses et c'est très complexe et réussi? Non, je crois que j'aurais pas pu travailler le personnage du début à la fin. J'ai vraiment, comme tous mes romans, je suis ce que je suis en train d'écrire, si tu veux. Je suis dans la continuité de ce que j'écris. Je sais pas toujours où je vais. Mais j'ai le sentiment que la plupart de mes personnages me guident aussi. J'hésite parfois, est-ce que je vais faire parler un tel ou un tel? Je réfléchis à la connexion, si tu veux, ça demande un petit temps de réflexion, évidemment. Et puis j'avance. Et après, une fois que le livre est terminé, ce que j'appelle le premier jet, c'est-à-dire vraiment dans sa globalité, on va dire, je vais retravailler les chapitres pour vérifier. Là, je vais les retravailler par personnage, une fois qu'il est terminé. Et je vais reprendre tous les chapitres qui se suivent, qui ne se suivent pas, enfin, tous les chapitres du même personnage, si tu veux, pour pouvoir vérifier que je n'ai pas modifié quelque chose dans le comportement du personnage, que tout se suit bien. Et puis en plus, ce que je fais souvent, alors ça c'est toujours, ça c'est moi qui fais ça, c'est un truc assez amusant. À la fin, je me suis gardé un lexique d'à peu près 1000 mots, qui sont des mots que j'utilise énormément dans mes romans. Je pense que chaque écrivain a ça. C'est-à-dire, c'est une forme de sensibilité qui t'amène à parler plus facilement d'une étoile, du verbe être et avoir, par exemple, ou ainsi de suite. Donc,
j'ai mis le mot et verbe qui sont là, et je reprends le roman depuis le début et je cherche mot par mot tout ce que j'ai mis pour voir si il n'y a pas si tu veux, il n'y a pas trop de répétitions dans le même chapitre ou même dans la même page, et je change à chaque fois le mot par un synonyme qui me paraît plus approprié, si tu veux. Et quand on a 1000, je te raconte pas le temps que ça prend. Oui, j'imagine bien. Ouais. Voilà. Ah ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. Mais voilà. Et puis, Intéressant. je pense que tu sais, je ne suis pas le seul écrivain à faire ça. Je lis des passages à voix haute aussi pour, Oui. voilà, parce que j'ai besoin de la sonorité des phrases, de voir si, tu sais, c'est comme une partition musicale. Est-ce que la note est bien placée? Est-ce que la virgule est bien placée? Est-ce que le mot est assez juste? Je suis un peu perfectionniste, et c'est souvent difficile parce que on sait toujours qu'on peut faire mieux encore. Tu vois, donc à quel moment on doit réellement s'arrêter? Mais c'est vrai que je suis un perfectionniste fou. Est-ce que tu penses que les faits soulignent la valeur des êtres? Est-ce que tu reconnais déjà cette phrase? Oui, bah, oui, les faits sont plus importants que les mots, de toute façon, on le sait. Enfin, dans la vie en général, après pour un écrivain, c'est différent. Mais ça reste néanmoins quelque chose de très important, parce que je dirais, on sait tous que les mots, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais que les faits prouvent la bonne véracité de celui ou de celle qui les emploie. Alors Caroline revient sur la citation donc, de l'exergue de Gaetano Conti, qui dit que le volcan n'est pas seulement dans la montagne, il est en chacun de nous. On imagine que vous êtes d'accord avec cette phrase. Vous sentez-vous plutôt lave, explosion, cendre ou encore volcan endormi? C'est pas mal cette question. Oui, c'est pas mal. Alors d'abord, je voulais faire un discret pied de nez, vous savez, aux écrivains qui abusent un peu des citations en entrée de livre. Et donc, on vérifiera très vite que la citation que je mets en exergue est signée par un certain Gaetano. Donc, quand on a lu le livre, on sait que c'est le guide, et donc que c'est un personnage que j'ai inventé, et donc que c'est une phrase de moi. Mais je trouvais ça drôle de le mettre en exergue du livre et de mettre son nom en dessous. C'était une sorte de pied de nez comme ça qui m'amusait beaucoup. Je pense que je suis un peu des quatre, évidemment. Ça dépend des moments, ça dépend des, je pense que c'est une citation que j'aime énormément parce que je trouve qu'elle est très juste. Il y a tous un moment donné, on a une sorte de moutarde qui nous monte au nez. Voilà. Après, comment on réagit, comment on agit face à ça, tout dépend de la gravité de ce qui s'est passé ou pas. Voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement calme dans la vie. Et quand il m'a fallu affronter des choses, je l'ai toujours fait avec beaucoup de... Je l'ai toujours fait avec beaucoup de... Tu as Ah, c'est coupé bon. ta caméra, voilà. Non, c'est bon. Je l'ai toujours fait avec beaucoup de calme, tu vois, beaucoup de. Ça me paraît sortir de ces gongs, si tu veux, et péter un plomb, c'est pas mon truc, en Alors, général. comme Ronan l'a dit, il y a 22 ou 23 personnages, moi aussi je les avais comptés. Ouais. Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement où tu es le plus attaché? Ou un qui t'a agacé, ou finalement tu t'es dit celui-là je vais le charger à mort parce Non, moi j'aime beaucoup. Je pense que mon personnage préféré dans le roman, c'est Julia. C'est la fille du propriétaire parce c'est une adolescente mature à qui on a beaucoup menti, à qui on n'a pas dit la vérité. Il faudra attendre la fin du livre pour qu'elle la comprenne et qu'elle l'accepte. Et en même temps, elle est curieuse des autres, elle est insatiable, elle voit en chaque femme une mère possible, hein, puisque dès le début du livre, on sait que sa mère est morte quand elle a accouché, juste après avoir accouché. Son père se refuse à lui montrer des photos, donc elle ne sait même pas si elle est brune ou blonde. Donc elle se pose beaucoup de questions. Et je voulais absolument comment vous dire, je voulais absolument qu'elle ait une très belle histoire d'amour dans le livre, mais je ne voulais pas qu'elle arrive tout de suite. Elle arrive, on va dire, presque sur le dernier tiers du roman. Et elle arrive comme elle doit arriver, c'est-à-dire avec beaucoup de grâce, beaucoup d'ingéniosité. Elle va tomber sur un garçon de Nouvelle-Zélande qui va repositionner sa grâce, sa gentillesse et tout son personnage pour la faire avancer réellement dans la vie. Ce dont toute personne qui lira le livre se dira ce dont elle mérite absolument pleinement.
En tout cas, on passe un très bon moment de lecture. D'ailleurs, il y a eu un commentaire de Lolo qui a dû partir, mais qui a dit que c'était un très bon moment de lecture pour elle et qu'elle était d'accord que Stromboli était le personnage principal de ce roman. En tout cas, si vous n'êtes pas allé à Stromboli, comme moi, comme Ronan, on a très envie d'y aller, mais on y est aussi à travers le Bal des Cendres parce que la qualité des descriptions de Gilles Paris sont quand même assez exceptionnelles. Effectivement, on entend les sons, on a les odeurs, on a tout. Quand ils mangent, on a l'impression qu'on mange avec eux. Quand il y en a un qui saute dans la piscine, on a l'impression d'être mouillé par le sale gamin qui a sauté. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que Gilles, avant qu'on se sépare parce que le temps passe, est-ce que tu peux nous donner un conseil de lecture? En ce moment, Oui, ce que tu veux. écoute, en ce moment, je conseillerais un roman que j'aime bien, que je défends en tant qu'attaché de presse, je le précise, qui est celui d'Ondine Kayat, qui s'appelle Il ne faisait que rêver. Elle a imaginé, suite à la pandémie et suite à tout ce qui nous est arrivé, une chose encore plus terrible que ça, un attentat qui se déroule au moment de la marche pour le climat dans tous les pays du monde. Et donc, les gouvernements décident de resserrer les vis et les plombs en nous injectant une petite puce dans le poignet, puce qui permet de savoir exactement ce qu'on fait et surtout de savoir si on est potentiellement un danger ou non pour l'État. Et donc, tous les États du monde deviennent des États fliqués. Et c'est absolument terrifiant et en même temps très bien décrit avec l'histoire d'une héroïne et d'un personnage qui va tout faire pour faire éclater une sorte de vérité et pouvoir permettre d'une certaine manière au pays de revenir à la vie d'avant. Alors, il y a une dernière question très intéressante de Mia qui demande est-ce que tu as l'intention de lire Le Bal des Cendres pour Audible? Si on me le demande, oui, je le ferai avec plaisir, bien sûr. Mais je sais qu'ils viennent de l'acheter d'ailleurs pour la version audio. Mais je sais pas s'ils feront appel à moi ou s'ils feront appel à un comédien. Je ne sais pas. Toi, tu lis facilement tes livres quand on te sollicite? Oui, si on me le demande, oui, j'adore. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire. Oui, absolument. Je l'ai déjà fait dans plusieurs endroits, plusieurs librairies. J'adore faire ça. Non, je peux, bien sûr. Bon, ben voilà, donc Mia répond, c'est une super bonne nouvelle. Donc on est ravis. En tout cas, moi, mon conseil lecture, celui de Ronan. Tu sais, c'est très chic parce que Mia, je te signale qu'elle est en Nouvelle-Zélande quand même. Oui, c'est bien, tu la connais, c'est bien, c'est vrai, c'est une lectrice fidèle, donc on l'aime aussi. Je ne sais pas qui est arrivé d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, mais je n'ose même pas calculer. Il doit être, voilà, enfin bref, en tout cas, Le Bal des Cendres avec une sublime couverture. Alors moi, je vais cacher parce que ça, c'est les épreuves non corrigées. Oui, mais c'est très bien. Voilà, aux éditions Plomb, voilà. Alors allez en librairie, vous le verrez, c'est une bonne lecture. Il y a quelqu'un qui a dit d'été, mais pas que. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit. Voilà, oui, mais vous allez passer. Je pense que c'est un bon livre pour s'évader aussi, d'une certaine manière, et pour réfléchir, comme toujours. Exactement. En tout cas, un grand merci Ronan d'avoir fait cette rencontre. On va dire que de ceux qui sont près d'Avalon, demain tu reçois une autrice qu'on aime bien avec Gilles qui s'appelle Delphine Berthelon. Donc allez à la librairie L'Autre Monde. J'ai adoré son Dahlia en plus, que j'ai lu, et c'est vraiment un auteur discret que j'aime profondément. Donc voilà, en tout cas, et allez en librairie acheter le livre de Gilles Paris. Mais il y a aussi des autres qu'il faut lire parce que si vous ne les avez pas lus, vous allez voir, c'est vraiment un auteur, comme je disais, caméléon, et on passe, on a de tout, c'est bien. C'est vrai, mais j'aime bien surprendre, tu sais, me surprendre et surprendre le lecteur aussi. En tout cas, on était ravis de t'avoir pour la 200e. Merci Nathalie, merci mille fois. Ça fait 3 fois que tu viens, on va faire des piliers des rencontres et tu en fais partie. Tu as un gros soutien, donc on te remercie beaucoup. Nous, on se retrouvera sûrement après le Festival du Livre de Paris ou un peu avant avec une soirée orange, mais on vous dira ça très vite. Je vous enverrai des petits messages et je remettrai le conseil de lecture de Gilles sous la vidéo sur notre page Facebook. Messieurs, je vous souhaite une belle soirée, une bonne continuation et à très vite. Au revoir.